encore avec nous sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter pour cette journée où l'on parle finance et technologie. J'ai bien dit finance et technologie. On vient de voir avec les précédentes intervenantes pour les réseaux sociaux la situation. Maintenant, allons parler finance dans le contexte de la technologie. La BRH, qui veut être sur la balle, qui, quand même, dans ses perspectives, essaie d'améliorer et d'arriver vers une inclusion financière effective, eh bien, la BRH réfléchit sur plusieurs dossiers, notamment le marché financier, mais aussi sur la gourde digitale. Pourquoi pas? Nous sommes dans un contexte de crise. Covid-19 nous apprend des leçons. On a vu que maintenant, c'est préférable de faire des transactions en ligne plutôt que de faire des transactions avec de la monnaie. Ça peut propager le virus. Maintenant, si on va vers une gourde digitale, ça aussi, c'est pour éviter de trop utiliser du papier, monnaie. Ça peut aider l'économie. Ce sera aussi au profit des consommateurs. La BRH réfléchit et aujourd'hui, pour avoir une idée de ce que c'est la gourde digitale, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Badène Dubois, aura donc une discussion avec Jean-Marie Altema dans quelques instants. Et pour commencer, le gouverneur va présenter la gourde digitale. Et tout de suite après, Jean-Marie Altema va nous rejoindre pour des échanges entre lui et le directeur. Donc, le gouverneur, pardon. Restez avec nous, le gouverneur, tout de suite. Jean-Badène Dubois. Merci Luc Ngao, et c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir encore sur la scène. Maintenant, c'est plutôt FinTech, c'est toujours le sommet, mais aujourd'hui avec une journée spéciale sur la FinTech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie digitale de la Banque centrale. C'est vrai que dans l'agenda, on a mis la gourde digitale, mais je dirais plutôt une monnaie de la Banque centrale, une monnaie digitale de la Banque centrale. Avant de répondre à toutes les questions, pourquoi cette monnaie digitale, pourquoi la gourde digitale, je voulais rappeler à tout le monde que la Banque centrale est l'institution qui a la mission de faire de la politique monétaire. Chaque billet de gourde que vous avez ici en votre possession, quand je parle de billet de gourde, quand vous voyez en fait un billet de 100 gourdes, ce billet a une valeur parce qu'elle a été émise par la Banque centrale. Parce que la Banque centrale est la seule entité d'émission. De même, quand vous voyez un billet de $, ça a été émis par la Federal Reserve, et ainsi de suite. Donc, pourquoi une gourde digitale? Une gourde digitale est extrêmement importante. Comme je le dis, la Banque centrale, c'est l'institution qui a l'autorisation, qui a la mission d'émettre de la monnaie locale, en fait de la gourde. Et on parle souvent de la Banque centrale qui fait de la politique monétaire. Et la politique monétaire, c'est quoi? C'est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général, la Banque centrale, agit sur l'offre de monnaie, dans le but de remplir son objectif de triple stabilité. Stabilité des taux d'intérêt, stabilité des taux de change et stabilité des prix. Voilà pourquoi, dans le monde entier, les banques centrales se sont mises à intéresser à la monnaie digitale parce que les FinTech ont voulu remplir l'espace laissé par les banques centrales. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que si les banques centrales n'émettent pas leur propre monnaie digitale, l'espace va être comblé par les FinTech et les FinTech ne sont pas forcément sous la régulation d'une banque centrale. Donc, pourquoi cette monnaie digitale? Essentiellement, cette gourde digitale, c'est d'abord parce que nous voulons que tout Haïtien puisse être inclus financièrement. En fait, c'est le premier objectif et c'est le plus gros objectif qui gagne. C'est que nous voulons que tout Haïtien soit inclus financièrement. Là, nous disons qu'il faut tout Haïtien inclus financièrement, ça veut dire plus ça. Je prends un exemple très simple dans ça qui passait. Je prends comme exemple ça qui passait, que ce soit dans le tremblement de terre, que ce soit et cyclone Mathieu. Le cyclone Mathieu a passé. Il y a un problème que vous avez gagné rapidement, c'est que il y a pile de monde qui a perdu tout le cash que vous avez gagné. Et
Là, nous devons porter aide à Mounio. Le problème qui arrive, c'est que faut avoir un cash là pour capable aller et il n'est pas possible pour aller justement côté Mounio pour capable cash. Et la même chose aussi. Et nous avons changé jeudi à suivre le UBI, en fait, Universal Basic Income, ou encore le revenu de base, le revenu universel de base. Un petit peu ce que l'État APC fait jeudi avec les transferts, c'est que si c'est cash pour t'apporter par moun, imaginez que vous avez des gens qui juste dandon, des gens qui juste fort liberté, des gens qui juste grandance, et si vous portez cash par eux, logistique qu'on a besoin pour porter cash là, sont bagages qui est extraordinaire. Tandis que si nous avons un goutte digital là, et que chaque monde a accès à goutte digital là, côté qu'on prend décision pour capable porter en aide à la population, il suffirait tout simplement de leur envoyer en fait le montant qu'il faut, le montant qui a été décidé sur leur porte-monnaie digital. Donc, ça va faciliter l'inclusion financière. Et je dis aux gens qui ont cash, pas forcément inclus dans le système financier. Tandis que s'il a un modèle digital, il est automatiquement inclus dans le système financier parce qu'il a fait transaction, il a économisé et il a fait un pile de bagages, il a même gagné intérêt sur le il y a un pile de bagages que il a fait. Donc, c'est une des premières raisons, c'est que nous voulons inclure le plus de monde possible, et s'il le faut, toute la population haïtienne, dans le système financier. Deuxième raison, c'est que le coût de fabrication des billets est extrêmement important. Chaque billet coûtait l'État haïtien, et là, par l'intermédiaire de la Banque centrale, entre 7 centimes et 13 ou 14 centimes. Donc, tandis que monnaie digitale, là, les mêmes, les pas coûtent rien à partir du moment, c'est tout simplement décider à partir d'un coffre numérique qui se trouve à la Banque centrale pour que vous transférez de manière électronique à différents porte-monnaies qui existent. L'autre bagage qui arrive, c'est que lui permettre que nous moderniser le système de paiement, puisque monnaie digitale, là, comme monnaie fiduciaire, là, ça me les monnaies fiduciaires, là, justement, c'est le papier monnaie ou bien la pièce de monnaie, c'est lui-même qui monnaie fiduciaire, là. Monnaie digitale, là, supposé remplir exactement le même rôle que monnaie fiduciaire, là. Et bien sûr, il a optimisé les transactions qu'il a faites de façon à ce que n'importe qui, quel que soit côté, qu'il a fait transaction avec lui. Et il y a un bagage qui arrive dans le contexte de Covid-19. Il y a un bagage qui nous dit que nous avons fait distanciation sociale, mais il y a une question d'éviter la propagation des microbes, éviter la propagation du virus. Et il y a un bagage qui arrive, monnaie en changeant de main de l'un à l'autre, c'est un vecteur, c'est un véhicule qui peut permettre que les microbes là ou bien virus là passent de un monde à l'autre. Si je dis à nous gagner la goutte digitale, c'est un souci de moins que nous avons gagné. Quelle est la conception qu'on a au niveau de cette monnaie digitale? Comme on peut le voir, justement, la conception tient compte à la fois des besoins des consommateurs et certainement de design, de le plus de sécurité possible dans le design. On peut voir en fait sur la pyramide, du côté des consommateurs, les besoins des consommateurs ont été pris en compte. Il faut que ce soit résilient. Certainement, ça va utiliser le Distributed Ledger Technology, le DLT. Et bien sûr, il y a le choix à faire entre est-ce qu'on va le faire account-based ou value-based. Et c'est une discussion que peut-être nous allons gagner plus tard. Qui choix que la Banque centrale a fait et vers qui ça la Banque centrale beaucoup plus penchée. Est-ce qu'elle est beaucoup plus penchée vers value-based ou bien beaucoup plus penchée vers account-based? Rapidement, et bien sûr, l'architecture peut être directe ou indirecte. Dans l'architecture indirecte, ça veut dire que on est obligé de passer de la banque centrale vers une institution financière, qui peut être une banque commerciale, qui peut être une institution financière, qui peut aussi être une entité de fintech, de façon à aller trouver le client. Et de manière directe, ça veut dire que la banque centrale peut donner directement en fait au client, ou bien peut donner directement à l'institution financière, ou bien à la banque commerciale.
L'architecture qui va être choisie, ça va être une architecture hybride qui combine à la fois les deux. Je vais aller très vite de façon à permettre en fait aux internautes de poser les questions et aussi de permettre à Jean-Marie Altema de pouvoir faire effectivement une vraie conversation sur la goutte digitale. Le choix de l'infrastructure technologique choisie par la Banque centrale doit garantir l'ensemble des exigences ci-dessous. D'abord, au niveau des exigences, ça doit être résistant et durable, ça doit être très sécurisé, ça doit être évolutif, ça doit permettre toute la confidentialité dans les deux sens. L'une des raisons pour lesquelles les gens aiment le cash, c'est parce que le cash est anonyme. Est-ce qu'on va pouvoir introduire l'anonymité aussi là-dedans? Ou du moins, peut-être qu'on va choisir d'introduire l'anonymité à un niveau pour des petits montants, pas pour des gros montants, afin de respecter les normes AML et CFT. Interopérabilité est fondamentale pour une goutte digitale. Pourquoi l'interopérabilité est fondamentale? Parce que nous avons déjà beaucoup de fintech, nous avons déjà en fait plusieurs institutions ou des entités, des entreprises qui émettent en fait de la monnaie ou bien qui sont sur le système de paiement. Il faut qu'il y ait interopérabilité entre la goutte digitale et tous ces systèmes qui existent. L'épreuve future, la gouvernance, bien sûr, et l'accessibilité. Les caractéristiques de la monnaie fiduciaire, comme je le rappelle, quand on parle de monnaie fiduciaire, on parle du billet qu'on a ou des pièces de monnaie. La monnaie fiduciaire est disponible 24 sur 24. 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Anonymat, si je donne à quelqu'un un billet de 100 goudes, s'il n'y a personne qui n'a vu que je lui ai donné, personne ne peut savoir que je lui ai donné un billet de 100 goudes. Donc, on dit que le cash est anonyme. Le transfert d'égal à égal, ça veut dire que je peux donner à quelqu'un, je peux payer avec le cash, je peux donner à un ami du cash, je peux donner à mes enfants du cash. Donc, il faut aussi que la monnaie numérique puisse répondre à ces caractéristiques. Est-ce que ça peut porter intérêt? Non. Si le cash est dans ma poche, il n'y a pas moyen d'avoir de l'intérêt sur les 100 gouttes que j'ai dans ma poche. Et est-ce qu'il y a des limites au plafond? En espèces, oui, il y a des limites aujourd'hui pour des raisons bien précises à cause de AML, CFT. La monnaie numérique, dépendant du choix qu'on fait. Si on fait le choix de value-based ou bien account-based, value-based en fait ou bien jeton, à ce moment-là, ça peut répondre à 100% aux caractéristiques du cash. Mais par contre, si on choisit account-based, il y a certains éléments comme l'anonymat ou le transfert d'égal à égal et surtout transfert d'égal à égal dans le cas où il n'y aurait pas de communication. Donc, pour toutes ces raisons, la Banque centrale opte beaucoup plus. L'équipe de projet est en train de regarder toutes les possibilités, mais le choix est presque fait à 80 à 90% sur value base. Et bien sûr, que ce soit mon cash, Unibank tout côté, Sogeizi, l'agent cash, Nat Cash qui va venir, tout ceci en fait doivent pouvoir être interopérables avec la monnaie digitale qui est la goutte digitale. Et bien sûr, tous les fintechs seront pris en compte. Je dis que tous les fintechs seront pris en compte, certainement, et nous avons déjà émis des lignes directrices pour les fintechs. Nous avons émis des lignes directrices qui sont utilisées actuellement, que ce soit par Mon Cash, utilisées aussi par l'agent Cash, utilisées par Unibank tout côté, Sogeizi. Ce sont des lignes directrices qui ont été émises, mais nous allons aller beaucoup plus loin. Cependant, les fintechs ont été laissés de côté. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà pris des rendez-vous avec la majorité des fintechs que nous avons relevés. Il y a pratiquement entre 7 et 10 fintechs, mais parmi les plus grandes fintechs, il y a à peu près 7. Nous allons les rencontrer. Malheureusement, il faut les rencontrer l'une après l'autre, pour des raisons, bien sûr, de confidentialité et de sécurité. On ne veut pas non plus qu'une institution fintech laisse savoir à une autre institution fintech ou à une autre compagnie fintech ce qu'elle est en train de faire, vu que l'innovation est extrêmement
confidentielle en général. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous avons déjà pris des rendez-vous. Nous rencontrons 4 fintechs et la semaine d'après, nous allons rencontrer entre 4 et 5 fintechs, mais qui sont beaucoup plus petites. On les rencontre par ordre d'importance en général et ordre de disponibilité. Depuis 2019, la Banque centrale s'est positionnée par rapport à la promotion de la banque à distance. La banque à distance, il y avait 2 possibilités. En général, quand on parle de la banque à distance, on parle de soit Telecom Base ou bien le Bank Model. Nous avons opté pour le Bank Model. Pourquoi le Bank Model? Parce que le risque est trop grand. Nous supervisons les banques, nous ne supervisons pas les télécoms. Et comme nous ne supervisons pas les télécoms, donc nous avons forcé d'aller dans le modèle de Bank-Based Model de façon à ce qu'il y ait en fait une relation de supervision avec la banque qui elle-même devra faire jouer sa relation de banquier à client pour les fintechs de façon à ce qu'on reste tous ensemble dans la même régulation. L'agent Cash compte déjà plus de 38 000 clients, Mon Cash plus de 900 000 clients, et Sogei-Easy, Unibank, tout côté, et aux deux, je crois, font à peu près presque plus de 800 000 clients. Donc, c'est important pour nous, au niveau de la Banque centrale, que la Gourde Digital puisse s'allier avec ces agents qui existent déjà, de façon à ce qu'on puisse permettre en fait à l'environnement financier de paiement, l'environnement de paiement haïtien, puisse effectivement utiliser ces nouvelles technologies. Le cadre légal existe avec beaucoup de limitations et nous pensons qu'il va falloir remanier et repasser et en fait regarder de près et revoir et reviser certains de ces textes de loi. Et même la Constitution, probablement, il va falloir penser en fait à permettre que dans la Constitution, il soit clairement dit que la monnaie digitale a cours légal en Haïti. Les travaux en cours, beaucoup de travaux sont déjà en cours au niveau de la Banque centrale, que ce soit, nous sommes en train de revoir la circulaire sur la banque à distance, nous sommes en train de préparer une loi sur les systèmes de paiement en Haïti et bien sûr le choix préalable, le choix qu'on va faire au niveau de la goutte digitale en termes de stockage et en termes aussi de mécanismes de distribution. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons déjà fait plusieurs enquêtes, que ce soit au niveau du système financier. Mais mieux que ça, nous avons fait un partage de connaissances avec plusieurs banques centrales. Il y a beaucoup de banques centrales qui ont déjà commencé à émettre de la monnaie digitale. Il n'y a pas encore une banque centrale où on a été full-fledged dans la monnaie digitale. Mais la majorité des banques centrales aujourd'hui sont en train d'essayer la monnaie digitale, soit sur une base pilote, bien sûr en sandbox, mais la majorité des banques centrales aujourd'hui ont dans leur agenda l'émission de monnaie digitale. Pour plusieurs raisons, parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Le risque d'avoir des schémas de Ponzi et avec les fintechs ou dans l'émission de monnaie digitale, le risque devient trop grand s'il y a trop de fintechs qui émettent de la monnaie digitale en dehors des règles et régulations d'une banque centrale. À ce moment-là, avoir plusieurs entités qui émettent de la monnaie, ça va faire une cacophonie, mais non plus, le client qui est le consommateur, il n'est plus protégé. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles toutes les banques centrales se sont mises au travail de façon à émettre une monnaie digitale. Et la Banque centrale d'Haïti n'est pas non plus a fait ce choix-là aussi d'aller très vite, mais d'aller bien et d'aller correctement dans l'émission d'une monnaie digitale, une gourde digitale. Comme je l'avais dit, en absence de cadre légal, des dispositifs incitatifs doivent être pris pour promouvoir l'utilisation de ce moyen de paiement. Le cadre légal existe globalement, mais pas de manière détaillée. Et bien sûr, la finalisation de la gourde digitale, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes actuellement à la dernière phase pour la mise en place d'une phase pilote. Probablement, on va commencer la phase pilote avec les employés de la BRH et peut-être 1 ou 2 ou 3, peut-être supermarkets, de façon à ce que le pilote
soit utilisé de façon à améliorer, de façon à corriger ce qui doit être corrigé avant d'aller vers vraiment un déploiement full-fledged. Donc, globalement, je vais m'arrêter là avant de passer la parole et avant d'avoir la discussion. Mais cependant, avant de conclure, je voudrais quand même dire une chose. En Haïti, l'un des éléments importants que nous constatons, qui est dans la culture même d'Haïti, dans notre culture, nous avons permis la circulation de deux monnaies, la goude et le dollar. Et nos réflexions sont aussi poussées sur la possibilité éventuelle d'émettre un dollar haïtien digital qui serait peg au dollar américain. Étant donné que nous ne pouvons pas émettre des dollars, à ce moment-là, il va falloir justement que nous travaillions, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Federal Reserve, de façon à évaluer la possibilité d'aller dans cette direction. Mais pour l'instant, nous allons d'abord vers notre goutte digitale et c'est ce que nous allons faire et c'est ce sur quoi nous comptons pour une inclusion financière totale qui met en contact, qui met dans le système financier tous les Haïtiens indistinctement, quel que soit l'endroit où ces Haïtiens vivent, quel que soit le revenu, les revenus de ces Haïtiens. Donc tout le monde doit être inclus et c'est ce que nous voulons. Et c'est peut-être la 5e mission que nous sommes donnée à la Banque centrale, d'inclure tout le monde dans le système financier. Merci. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. Vous entendez parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas l'acheter pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
question, gouverneur, est-ce que nous avons parlé de révolution dans le domaine fintech là en Haïti avec, dit, Good Digital? Oui, son véritable révolution, merci pour la question, son véritable révolution que lié. Et je dois dire que j'ai été très surpris. L'homme sorti de là, l'homme fait sortir là, c'est le président que les mains pour dire que c'est dans ce sens ça pour nous aller. Effectivement, nous pas gagner tout problème ça je dis. Nous avons besoin de revenu universel. Nous avons besoin que justement jusqu'au côté les titres que les cas recevoir cob, que le cas recevoir un chèque. Si on cyclone ou qu'on besoin porter aide à lui-même et ainsi de suite. Donc c'est effectivement une révolution et en plus le fait que au plus haut niveau de l'État tout le monde est intéressé justement à ce que nous allons dans ce sens-là, je pense que c'est un bagage que nous allons aller très vite là-dedans. C'est une révolution que lié parce que l'IPRAL permet nous faire une série de bagailles. Je vais un exemple simple pour que ça me dise son révolution que lié. L'heure que vous avez une monnaie digitale là, je dis l'État supposé percevoir TCA. Mais TCA déclaratif. Si je dis à une monnaie digitale, en fait, je n'ai pas même besoin que c'est mon qui va TCA par l'État. Depuis que je l'ai acheté dans mon marchand, ou bien je l'ai acheté dans mon magasin, depuis ça avec Good Digital que je paye, TCA, tout passe automatiquement à joindre DGI. Je n'ai même besoin de reporter. Ça, c'est juste un exemple pour me dire qui révolution que lié. Maintenant, avec blockchain, l'on lié justement monnaie digitale là avec blockchain. Monnaie digitale là, et c'est pour raison ça que m'a dit que c'est fondamental que l'identité a son bagage que nous insistons sur lui et que nous réaliser le plus rapidement possible. Là, ça, tout le monde identifié, ou qu'on exactement qui niveau tout le monde y est. Donc, leur besoin de faire des bagages ciblés, même si tu as besoin de faire des subventions ciblées, si vous voulez faire subvention gasoline, ou pas besoin qu'on y a là, faire subvention pour tout le monde de façon à ce que ou atteindre le monde qui est pauvre. Et même soit faire subvention pour l'école, ou déjà par rapport à profil moun qui est bien défini, d'autant plus si nous avons une base de données de tout le monde qui est déjà en situation de pauvreté extrême, yo même yo cap gain accès à un revenu minimal de l'État et c'est job l'État pour répartir les revenus de taxes pour capable faire que monde qui plus besoin rejoindre. Donc c'est une véritable révolution quel que soit le domaine qu'on prenne. Bravo, c'est ça. Mais vous parlez d'un point qui est extrêmement important et c'est ce qui a rapport avec la traçabilité. Nous dit TCA, donc nous connaissons Haïti parmi les meilleurs de pays côté que l'État a collecté taxa. Est-ce que ça ne va pas nuire en quelque sorte parce que question de transparence, question de traçabilité, est-ce que nous avons dit que ça va poser un handicap quelque part? Et je pense que il pas poser un handicap sur les vignes plus transparents. Et il y a un problème que nous avons aujourd'hui, par exemple, c'est que il y a un pile cash cap circulé et même pour politique monétaire, nous dans la Banque centrale. Nous avons cash good là cap circulé puisque c'est nous qui faisons good là. Mais nous pas contre cash dollar cap circulé. Et où tu as bien aimé des données sur qui gens circulation ça en fait de façon à ce qu'on prenne des décisions de politique publique éclairées. Mais je dis, malheureusement, les dirigeants, très souvent, sont obligés de naviguer à vue parce qu'ils n'ont pas suffisamment de données que y a gagné l'arrivée dans le cash digital. Et l'autre bagage qui va permettre tout, il va permettre que même les petits fintech, les gens qui ont un petit business, quel que soit côté l'IA, que les cas utiliser des cash digital là pour faire opération normale. Mais certainement, je suis d'accord avec vous que si vous avez besoin de faire un bagage qui est illégal, c'est plus difficile pour faire avec cash digital là. Bien que un certain niveau d'anonymité que nous avons quand même dans le cash digital là, dans le good digital là, pour les petits montants, mais pas pour les gros montants. Ok. Bon, il y a un internaute qui est déjà devancé dans la question que tu n'as pas posée. Et vous parlez tout à l'heure de questions aspect légal là, il y a une faiblesse légale. Vous parlez de même au niveau de la Constitution qui dit que la good, c'est la monnaie haïtienne. Donc, introduit un good digital, les mandats d'intervention et de participation des acteurs, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau de l'exécutif. Maintenant, et sur l'aspect, ça, il y a un auditeur, il y a un internaute qui t'a amené à comprendre un petit peu. Est-ce qu'il y a un minimum
de cadre légal qui existait pour nous avancer? Et si oui, qu'on y a qui prochaine étape là pour que acteurs qui ont de inquiétude capables de sentir en sécurité en quelque sorte avec la goutte digitale? Oui, la Constitution, et dans un article, il dit que la monnaie fiduciaire, le billet et la pièce ont valeur libératoire. OK? Mais cependant, il faut parler justement que nous avons certainement monnaie fiduciaire. OK? Mais nous avons tout et le chèque que nous utilisons. Le chèque là pas en monnaie. Ouais. Donc, comme moyen de paiement, chèque là qu'a utilisé. Mais, d'accord avec Internet là, il y a un aspect légal, il y a de nouvelles lois qui pour sortir, de façon à ce que nous rendions goutte digitale là, OK, et il y a une valeur, pour le capable de transacter. Et je pense que c'est un bagage et m'a dit en fait justement tout à l'heure le président Relais me dit que s'il faut sortir un décret, n'a pas sorti un décret. Et je pense que c'est une opportunité de façon à ce que nous capables le plus rapidement possible effectivement permettre que nous aller dans ce sens-là pour libérer FinTech parce que FinTech dans pile contrainte qui fait que pas qu'à exploser. Et je pense que c'est important que nous penchions nous sur la partie légale là, que déjà direction juridique mais déjà penché sur lui et rapidement nous allons faire des propositions et au Conseil des ministres de façon à ce que nous soyons capables de permettre un cadre légal déjà approprié pour nous capables d'aller dans le sens de la monnaie digitale. Merci, monsieur le gouverneur. Une autre question d'un internaute. Comment va-t-on déterminer la valeur de la goutte digitale, sachant que le papier de monnaie repose sur le volume de devises disponibles? Et je dois dire que ce n'est pas exactement ça. Et le papier de monnaie, OK, le papier de monnaie, et autrefois, quand la goutte était, ça veut dire goutte là, était peg tout $2. À ce moment-là, on connaît que 5 gouttes égale à $1. Mais il était peg à partir d'une convention qui tombait automatiquement, depuis 1979 pratiquement. Mais maintenant, la goutte, une goutte digitale est équivalent avec une goutte réelle. Je m'explique. On ne va pas créer une goutte digitale. Disons que la Banque centrale, dans sa mission d'émettre et de détruire de la monnaie, OK? Donc, le cob salio rentré dans la Banque centrale, nous détruisons et nous remplaçons par des cobs neufs. Donc, nous sommes capables très bien, cob salio rentré, au lieu que nous remplacions par des cobs neufs, OK? Nous remplaçons par des gouttes digitales. Donc, c'est même goutte là, effectivement, qui vient une goutte digitale. C'est même goutte papier qui vient une goutte digitale. Okay. Et si toutefois nous avons rentré justement dans nos possibilités justement de $1 haïtien qui t'a payé tout $2, ce n'est pas $1 que nous avons créé. C'est-à-dire que c'est $1 que nous gagnons, que nous déposons dans la Federal Reserve là, pour chaque $1 que nous déposons dans la Federal Reserve, nous sommes capables de mettre $1 digital. Okay. Même chaque goutte dans la Banque centrale là, que nous voulons mettre en digital, sont gouttes réelles qui dans la Banque centrale là, que nous mettons en goutte digitale. Merci, merci. Et une autre question de un internaute, il dit qui j'en sais appuyer pour jeunes particulièrement qui dans le domaine fintech capable de développer des solutions pour payer sur internet et pour que permettre que eux même entrer dans le business. Pour jeunes, c'est peut-être une opportunité extraordinaire que lié. Dans le sens que me dit son opportunité extraordinaire que lié. Et goutte digitale là. L'homme dit goutte digitale, peut-être que faut moun ta comprendre ça veut dire goutte digitale là. Goutte digitale là, il doit sur en carte, il doit sur téléphone ou, il doit sur iPad ou, il doit sur montre ou, parce que c'est pas le médium qui est important. Donc le fait que il est complètement électronique, donc il a juste besoin tout simplement que FinTech ça son FinTech qui est reconnu pour qu'il ait accès à API là, de façon à ce que ça que l'a fait, s'il besoin de payer à partir de gouttes digitales là, à partir de n'importe quelle application que le fait sur Internet ou n'importe quel moyen électronique. La seule chose qu'il a besoin justement, c'est qu'il ait accès à API là, et pour qu'il ait accès à API là, il va falloir absolument que ce soit justement une entité qui est reconnue,
qui pas d'objection par la Banque centrale, et ainsi de suite. Donc ça veut dire FinTech ça supposé développer une relation avec une institution financière. Oui, c'est pour raison ça que nous avons rencontré FinTech yo, pour nous mettre justement sur la voie, pour nous connaître dans quel sens que nous allons aller et dans quel sens régulation va aller. OK. Et maintenant, nous avons abordé une question par rapport à l'interopérabilité, parce que vous avez fait mention de lui tout à l'heure. Et question interopérabilité, il y a plusieurs solutions, plusieurs plateformes maintenant qu'on y a, qui genre et système ça yo capable permettre que sans une pas bloquer l'autre, que ce soit ça qui gagne aux majorité ou dit au monopole en quelque sorte, et éviter à ce que yo grandi monopole là pour empêcher de nouvelles start-up, de nouvelles entreprises fintech émerger. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus et qui Jean et BRH comptent aborder des questions d'interopérabilité? Bon, interopérabilité, hein, depuis la première ligne directrice que nous sortis en 2014, qui a été revue peut-être en 2015. La ligne directrice, là, nous sortis ligne directrice, dans la ligne directrice, dans non-objection que nous baillons mon cash, dans non-exception que nous baillons l'argent cash, il y a une conditionnalité de l'opérabilité. OK? Maintenant, l'opérabilité, nous-mêmes à la Banque centrale, nous déjà avons une plateforme de paiement. C'est le même que nous faisons SPI, c'est le même que nous parlons interconnecter tout ATM. D'ailleurs, il faut me dire que je dis, OK, ATM est interconnecté. Bon, il est vrai qu'il y a une banque jusqu'à présent que ATM n'est pas interconnecté. Soit-disant son banque qui est très moderne, mais en fait, ATM n'est pas connecté. Mais nous-mêmes, dans la Banque centrale, la plateforme nous est connectée déjà avec ATM de Yonnan Bankyo. Et même d'ici peut-être, je crois, si ce n'est pas déjà fait, ce sera au mois prochain. Nous avons des coopératives qui sont connectées sur ATM Banque centrale. Nous avons au moins 2 coopératives qui sont emparées et qui pourraient connecter sur ATM Banque centrale. Mais est-ce que vous avez posé une question? Vous avez dit quel est l'avenir de la banque? En quelque sorte, si on a parlé de Good Digital, d'émission de cette monnaie, et vous expliquez très bien, ce n'est pas une nouvelle monnaie qui prend dehors de toutes normes, mais qui peut permettre une certaine ouverture, et j'en expliqué. Maintenant, est-ce que vous avez parlé vous avez posé la question, quel est l'avenir de la banque? Est-ce que la banque doit se renouveler, la banque telle qu'elle est aujourd'hui, ou qu'est-ce qui doit être fait? Et je pense que les banques vont devoir évoluer. OK? Les banques vont devoir évoluer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions de banque qui vont rester toujours des fonctions de banque. C'est-à-dire que les fonctions de crédit et ainsi de suite. Mais dans la même, en fait, l'architecture qui est mise en place au niveau de la Good Digital, tu as vu qu'on n'a pas exclu les banques. Pour l'instant, les banques, pour distribuer l'argent fiduciaire, qui est le papier-monnaie et la pièce, les pièces de monnaie, c'est nous passer très souvent à travers les banques. Je dis, comme nous avons un Good Digital là, certainement, nous avons passé à travers les banques, nous avons passé à travers les fintech, et ainsi de suite. Donc, les banques vont continuer à faire leur travail. Peut-être que les banques vont faire le travail encore mieux quand ce sera justement quand la Good Digital va devenir une réalité. Mais il n'y a pas question, dans le monde entier, on ne parle jamais d'éliminer les banques. D'abord, les banques sont fondamentales et les banques sont les meilleurs partenaires d'une banque centrale de façon à gérer en fait sa politique monétaire et bien sûr la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie, la stabilité même du système de paiement. Donc fondamentalement, les banques vont rester des partenaires. Elles ne seront plus les seuls partenaires parce qu'on va avoir les fintech aussi qui deviennent des partenaires. Avant-dernière question, avant pour me révéler une question très simple. Avant-dernière question, c'est d'abord, nous connaissons Facebook qui est lancé, et qui prend l'initiative de discuter avec des institutions financières pour lancer une monnaie électronique, Libra. Et est-ce que, au niveau de la Banque centrale, nous regardons, parce qu'il y a un pile de questionnements sur Libra, parce que déjà, Facebook, ce n'est pas une institution financière, elle est associée avec d'autres institutions. Maintenant, est-ce que son modèle que nous regardons, nous tirons de l'expérience de ça qui fait de l'autre côté, et pour nous capables d'avancer et surmonter les obstacles qui sont capables de venir?
Et moi-même, en tant que gouverneur de Banque centrale, je n'ai pas peur Libra. Et c'est peut-être pas forcément la même approche, mais une démarche que Libra fait, c'est que Libra lui-même, justement, voulait que l'interconnecter avec les institutions financières. Libra va voulu faire en dehors des institutions financières régulatrices, je peux dire. Et certainement, je pense que c'est peut-être une raison qui poussait, c'est un incitatif, qui fait que, après que toute banque centrale courir aller vers monnaie numérique. Parce que, justement, le risque est très grand. Le risque d'un crash est trop grand, justement, si il y a trop d'acteurs. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, justement, le risque est petit. Donc, les banques centrales pouvaient regarder un petit peu les fintech d'un œil patient, tu vois, mais sans trop s'inquiéter. Mais quand effectivement on a Libra qui est venu avec la possibilité d'avoir autant de personnes et dans tous les pays, donc la monnaie digitale pour les banques centrales est devenue d'une importance capitale. Donc Libra va certainement fonctionner et interagir avec certainement les monnaies des banques centrales. Et dans ce sens-là, justement, donc comme je ne sais pas exactement comment ça va se faire, tu vois, mais on sait que chaque pays va avoir sa régulation. Et nous-mêmes, nous sommes en train de regarder de près Libra et la monnaie digitale. S'il faut connecter Libra avec notre monnaie digitale, on va le faire avec les règles et les conditionnalités qu'il faut. Alors, merci, gouverneur. Je vais poser des questions, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous êtes capable de faire appel à tous les acteurs pour qu'ils soient capables de contribuer, pour permettre que il y ait une amélioration dans le secteur fintech là, et pourquoi pas permettre de faciliter à des jeunes qui ont des projets extrêmement intéressants. Et est-ce qu'on va donner un nom à cette monnaie? Et c'est pour cette raison que j'ai hésité, parce que j'ai dit on a mis la goutte digitale, mais en fait, on va faire mieux. On va faire un concours national pour trouver le meilleur nom qui va avec cette monnaie digitale haïtienne. Donc ce sera notre identité, en quelque sorte. Merci, monsieur le gouverneur. Merci aux internautes qui étaient avec nous sur Facebook et sur YouTube pour aider à m'élaborer un petit peu plus sur ce sujet. Donc merci et nous prenons une pause pour nous tourner à prochain panel là. Merci encore, gouverneur. Merci à toute l'équipe de la BRH. Merci beaucoup, Jean-Marie. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Samé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes, ou mettez dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez joué dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin.
Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Li campé ba kote ou, la te fan intérêt ou, la fais affaire au marché, toujours jan ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'op ses clients Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Vous le savez, la Banque de la République d'Haïti, la BRH, est donc appelée à défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Évidemment, pour le faire, c'est à travers ce qu'on appelle une politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'outil ou encore l'action à travers laquelle la BRH contrôle l'offre de la monnaie. Maintenant, comment la BRH peut être efficace quand elle évolue dans un environnement instable politiquement, instable socialement? Plusieurs années déjà, Haïti a connu des chocs. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, bien sûr, on peut parler de Mathieu, qu'il s'agisse de ce que nous, citoyens, on peut causer, on parle d'épisodes de pays loc, la BRH évolue difficilement, mais quand même a tenu à prendre des dispositions pour protéger la monnaie nationale. Quelles sont les actions de la BRH avant déjà toute cette période tumultueuse, mais aussi en pleine crise de coronavirus? Comment la BRH peut-elle réagir? On va voir pour la politique monétaire dans un contexte de crise successive. C'est avec Karl-Henri Prophète qu'on va voir tout ça. Karl-Henri Prophète, bienvenue, c'est à vous. Bonjour Garo, merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, comme l'a dit Garo tout à l'heure, on va parler de la politique monétaire telle que menée par la BRH, mais menée dans un environnement bien particulier, comme il l'a souligné. C'est un environnement marqué par des crises et des chocs successifs. Alors, rapidement, nous allons passer en revue le contexte socio-économique d'avant la pandémie. Okay. Ensuite, parler des crises jumelles auxquelles on fait face maintenant. On dit crise jumelle dans le sens que nous avons à la fois une crise sanitaire et une crise économique. Mais bien avant de se trouver dans ces crises jumelles-là, on a eu à faire face à une succession de chocs. On verra donc quels ont été ces chocs, leurs impacts, quelle a été la réponse en termes de politique monétaire par la BRH, les mesures et les objectifs qui étaient visés. Et à la fin, on conclura en essayant d'entrevoir les perspectives. Dans qui conjoncture avant que nous entrions dans la question pandémie ça? Pas oublier que l'année fiscale 2019 l'an fini, c'est la première fois côté que Haïti gagne une activité économique côté croissance est négatif. Donc activité économique 2019 l'an baissé par rapport à 2018 de 1,2%, ce que nous pas jamais gagné depuis le tremblement de terre 12 janvier, à côté de un recul de l'activité économique de 5,6%. Et donc, si on a parlé de prévision et projection, on a gagné pour nous tout à l'heure, pour 2020, projection croissance économique négatif. Qui ça qui a gagné en plus de croissance économique négatif pendant la période qui s'est passée? Nous avons un déficit budgétaire qui a grossi, près de 7% de produit intérieur brut pays. Ils ont très gros augmentation dans le taux de change, là, plus que 34%. Et ils ont une inflation qui, depuis fin exercice fiscal 2019, a dépassé 20%. Et dans tout ça, si vous regardez en termes de finances publiques, de comme cap rentré dans l'État, en termes de recettes, de taxes, nous gagnons une baisse, là, je parle en termes réels, il y a une baisse de 18% des recettes fiscales. C'est-à-dire que si vous regardez les recettes publiques en termes nominaux, chiffre qui est publié, il y a une progression, une augmentation des recettes fiscales. Mais quand vous considérez ça, ne serait-ce qu'en tenant compte de la dépréciation qu'il y a eu récemment, ou en tenant compte de l'augmentation des prix, c'est-à-dire en termes réels, comme qui rentre dans l'État, c'est baisser de près de 18%. Pour qui ça? Parce que
actuellement là, ça que 100 gouttes te permettent d'acheter, ce n'est pas ça que te permet d'acheter il y a de ça 1 an par exemple. Crise sanitaire, on le sait tous, on suit les chiffres. Là, j'ai un snapshot de l'état d'avancement, entre guillemets, de la pandémie jusqu'à hier, quantité de monde qui est affecté, monde qui mourit, et par pays. Les statistiques, je suis sûr que ça a changé d'ici ce matin. Donc, on le sait tous, les chiffres sont disponibles, c'est une catastrophe et à nul autre pareil. Ça fait longtemps, peut-être depuis 2018, lors de la grippe espagnole, que la planète là pas vivre une crise sanitaire de ce genre. Mais le plus important, et pas le plus important parce que sanitaire, la monde qui mourir, c'est la première chose, mais ensuite, vous allez avoir toute une ramification d'impact en termes économiques. La crise économique qui vient avec le coronavirus est différente des crises économiques précédentes. Dans quel sens? C'est à la fois un choc au niveau de l'offre et aussi un choc au niveau de la demande. Le plus souvent, les crises qu'on a eues dans le passé ont été soit des chocs surtout d'offres ou encore des chocs surtout de demande. Par exemple, crise 2008, la crise financière aux États-Unis, surtout dans les pays développés, c'était surtout un choc de demande. Beaucoup de personnes ont eu à perdre leur maison, il y a une institution financière qui fait faillite, etc., chômage augmenté, il y a moins de scope dans les mondiaux, il y a demandé moins bien avec service. Ce qui est différent cette fois, c'est que oui, vous avez encore une fois ce choc de demande. Donc, c'est sûr que le chômage a augmenté, beaucoup ont perdu leurs sources de revenus, mais c'est-à-dire demande la baissé, on a moins de scope dans les mains. Non seulement ça, même le fait qu'on pas sorti, le fait de rester confiné, ça porte à consommer moins de certains biens et certains services, mais en même temps, il y a aussi un choc d'offres, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas produire, offrir autant de biens et de services qu'ils l'auraient souhaité. Ne serait-ce par exemple dans certains environnements de travail, non usines, etc., il est capable difficile sur un pile monde, juste pour des questions de distance physique ou distance sociale, ou qu'il ne doit pas travailler pour ta travail là. En plus, si on prend une industrie comme les lignes aériennes, même si tu as fonctionner, est-ce qu'il y a bien suffisamment de clients pour capable faire le nombre de vols qu'on gagne? Donc, ça affecte à la fois l'offre et la demande. Et ça met un petit peu dans les petits souliers les économistes, les décideurs économiques qui ont même qu'on habitué avec des crises qui affectent soit offre là ou bien soit demande là. En termes internationaux, le FMI prévoit une baisse de 3% de l'activité économique mondiale, en particulier une baisse de 6,1% pour les pays développés. Et ça qui intéresse nous-mêmes en Haïti, c'est que nos principaux partenaires économiques et aussi surtout nos partenaires en termes de transfert, et eux-mêmes y a très affectés. Aux États-Unis, le FMI prévoit une baisse de 5,9% de l'activité économique. Chili, côté de l'Empire haïtien, on est à moins 4,5% prévu. Canada, moins 6,2%. République dominicaine, moins 1%. Donc, tout ça, c'est qu'en plus de ça, au niveau national, on sortait tout juste de la crise du pays LOC et on se remettait difficilement de cette situation. Et voilà que nous tombons en plein dans une crise sanitaire qui fait déjà sentir ses effets sur l'économie haïtienne à partir du mois de mars. Là, c'est un rappel de la succession de chocs auxquels on a eu à faire face. Et je me restreins là aux 4 dernières années, surtout à partir de Mathieu. Et on a vu que depuis ce temps-là, le rythme des chocs s'est particulièrement accéléré. Nous avons Mathieu qui causait un pile de dégâts que nous avons là. Et en termes de production agricole, qui réduit l'offre, qui défavorisait l'inflation dans l'époque là. On a eu également en 2018, et là j'aimerais m'arrêter parce qu'en 2018, il s'est produit quelque chose de très particulier. D'un côté, vous avez eu une très forte hausse des coûts du pétrole sur les marchés internationaux, et en même temps, il y a un taux de change cap augmenté en Haïti. Donc, l'on mettait le pétrole là pour monter sur le marché international, le taux de change là pour monter. Donc, le gouvernement, puisque prix produit à la pompe n'a pas changé, le gouvernement obligé à mettre plus de gouttes dehors pour le capable d'acheter produit. Mais en même temps, vous avez le fait que vous pas augmenter le prix produit, ou avez des pertes de recettes, parce que l'État n'a pas pris taxe encore sur les produits pétroliers, et à un certain moment, l'État est obligé de mettre main dans la poche pour le payer, pour le permettre que y ait une stabilité de prix au niveau de pompe. Et ce qui ça a débouché, c'est vrai que le prix
produits pétroliers n'ont pas augmenté, mais le fait que l'État a perdu tout comme ça, il a fait plus de dépenses, financement monétaire, c'est-à-dire comme que BRH obligé à avancer l'État, il a augmenté pour pas capable de faire face à des pensions. Et ça a débouché sur une tentative d'augmentation des prix de produits pétroliers qui passaient, Jean Cornel là, des troubles sociopolitiques qui se sont accélérés depuis, et dégâts matériels, baisse d'activité économique, rentrée fiscale diminuée, qui fait financement monétaire pour augmenter encore plus, et qui vient atteindre un pic avec question de pays loc à partir de septembre 2019 pratiquement. Donc nous sortis dans la succession choc ça et qui impacte sur croissance économique, ou bien une croissance économique sur 4 dernières années, qui font monter descendre nombre rachitique entre 1.2 1.5 1.2 1.5 et maintenant pour 2019 elle a détérioré encore plus. Nous quitté 1.2 1.5 positif, nous tomber dans 1.2 négatif, baisse activité économique là, et pour 2020 nous prévoit une baisse de 4%. Plus particulièrement si nous regardons dans la réalité comment ça traduit, il y a des enquêtes que nous faisons au niveau BRH qui ça obéit. Nous parlons avec un série d'entreprises, nous voyons que pendant l'épisode pays local, 65% d'entreprises nous posent des questions, te dit que obligé de renvoyer des employés. Et 10 à 25% de effectifs. Il y a 35% qui dit qu'ils ont subi des pertes matérielles, dommages pendant la même période. Ça. On t'y rappelle, puisque nous tous connaissons que l'image, on peut fois parler plus que mots. Qui ça? Donc, nous avons toute évolution de croissance PIB en Haïti. Côté nous avons gros baissé, ensuite gros remonté, c'est bien entendu tremblement de terre là, mais ensuite nous avons pente descendante qui a accéléré surtout à partir de période Noël là, 2016 et jusqu'à date. Et nous avons parlé dans le choc récent mature, nous voyons qui dégâts mature été causé. Nous parlé ensuite financement monétaire augmenté, prix produits et pétroliers à la pompe qui pas arrivé et ajusté non plus. Nous avons un pays là tout récemment et ça que nous là dans la COVID-19 là impact nous déjà senti que la bien sur l'économie. Impact sur évolution prix. OK? Nous avons un impact mature qui était le fait que offre produits alimentaires en baissé qui produits alimentaires au pire qui favorise l'inflation. Nous avons tout goutte qui était obligé de mettre en circulation pour permettre l'État de faire face à l'obligation à des pensions en 2018, côté que nous avons un gros niveau de financement monétaire. Tout goutte ça va chercher dollars qui va contribuer à augmenter la demande dans l'économie et bas l'inflation. Et finalement, nous avons un épisode pays local, en pile incertitude, en pile blocage, même là, une série de zones dans le pays qui produit, mais écoulement marchandises, circuit de commercialisation, pas qu'à fonctionner, gens pour fonctionner. Taux de change là, et un petit peu même schéma, ok. Nous gagnons un financement monétaire à cause notamment prix à la pompe qui pas arrivé à ajuster, des pensions qui étaient élevées et ensuite nous gagnons tout et financement monétaire qui a continué, nous gagnons des anticipations négatives qui a bien développé avec toute incertitude politique, des décisions, par exemple, au niveau de dédollarisation qui dépend tout dans l'économie. Et pour finir, épisode pays local, et recettes publiques effondrées pratiquement, et côté que l'État est obligé à faire recours de plus en plus à financement banque centrale, qui va le financement monétaire. Et là, nous avons un choc nous déjà subi, côté que transfert déjà par rapport à l'année dernière, nous remarquons que a diminué, l'exportation a diminué, qui a favorisé une augmentation dans le taux de change actuellement. En tout ça, là, nous sommes parlé de bagailles qui fait récemment, okay? Des chocs plus ou moins récents sur 4 dernières années. Mais en même temps, nous avons des faits, des bagailles structurelles qui, dans la façon économique à fonctionner, même qui n'ont pas changé, qui continuent à persister. Il y a un côté, par exemple, au niveau de finances publiques, déficit budgétaire là, on a regardé coupe ça cap descendant, ça veut pas entrer de plus en plus dans le niveau négatif là, déficit budgétaire là cap augmenté et qui est obligé en pile fois à financer par la banque centrale là et de l'autre côté, là on aller trop vite, nous gagnons au niveau externe côté que coupe nous cap baisser c'est appui externe.
OK, bailleurs de fonds yo pas aussi généreux que j'ai été après tremblement de terre là, sont bailleurs qui chuté, qui effondré pratiquement et ça qui permet de nous survivre c'est transfert qui yo même dans moment ça n'a regardé pour impacté par affaire Covid-19 ça. Donc dans environnement crise sous crise ça, qui Jean BRH adapté, qui Jean li réagit. C'est vrai que choc ça a maintenu nous dans une situation de faut faire face à urgence tout le temps. OK, ils sont servicieux parce que le fait que on accorder temps pour résoudre problème urgentieux, li empêcher tout pour bailler attention nécessaire à on sait de défis eux même qui structurel. Mais malgré tout, BH pas qu'à plein dire on pas qu'à faire, nous obligé intervenir, nous obligé prendre une décision, nous obligé déployer des stratégies, OK? Et utiliser tout instrument de politique monétaire que nous et même des fois utiliser des politiques ou des instruments non conventionnels parce que au grand mot disons les grands remèdes parce que même au niveau de plus grande économie à partir de 2007-2008 là on a fait face à la crise financière là où est que des banques centrales au niveau des États-Unis, de l'Europe a entré dans le quantitative easing, des politiques monétaires que nous pas jamais pensé appliquer auparavant. Donc nous-mêmes tous nous obligés à adapter nous et faire innovation, créativité nous marché. Donc BRH est obligé par exemple dans le dernier trimestre et troisième trimestre exercice fiscal là de 2019 là, nous sommes obligés adopter une posture restrictive. Pour qui ça? Restrictive, c'est-à-dire que essayer de retirer liquidité sous marché parce que en pile fois liquidité ça va chercher dollar, alimenter demande pression sous taux de change là et sous prix bien entendu sous inflation et ensuite à partir de premier trimestre 2020 et trimestre qui est passé c'est-à-dire octobre à décembre 2019 là on a parlé en termes de exercice fiscal. Dans le cadre, suite à ça qui arrive dans le cadre pays là, tout business ça qui est affecté et activité économique nous avons besoin d'un petit push, BRH a commencé à délâcher, desserrer code là et adopter, assouplir posture politique monétaire. Après, pendant que l'économie a commencé à sortir, mais très difficilement de l'épisode pays là, qui s'en débouché sous lui, c'est la situation Covid-19 là. Donc, qui ça nous oblige à faire qu'on y a là, c'est essayer de limiter charge financière on sait de débiteurs, les débiteurs dans le système à la fois des ménages, des individus et en même temps des entreprises, côté que activité économique a baissé, revenus ont baissé pour nous permettre de faire face à passe difficile ça. Et pour nous, ça c'est du côté de individus avec entreprise, mais en même temps tout l'État puisque activité économique l'a baissé. Donc, la prendrait moins taxes et des pensions, notamment pour faire face à Covid là, eux-mêmes ils auraient été élevés et sinon, il a pas augmenté. Donc, il y a un problème, c'est que ça a fait que le financement monétaire là augmenté plus. Nous-mêmes qui j'en réagis, c'est que nous essayons de libérer de liquidités qui étaient trouvées au niveau du système bancaire là, nous baisser taux de réserve obligatoire pour permettre tout que maintenant que l'État a le financé en émettant des bons du trésor auprès des banques. Donc, dans le premier trimestre exercice fiscal 2019-2021, BRH a mené politique monétaire un objectif pour limiter le ralentissement que tu as dans l'activité économique et à cause du pays là. Et la Banque centrale là a desserré graduellement la situation. Donc, mi-novembre, nous baissons le taux d'intérêt, par exemple, sous bon BRH, qui est capable de permettre favoriser que au niveau système financier que le taux d'intérêt est capable de baisser tout. Nous avons un changement qui fait là, il est passé de 10, 14, 22% à 5, 7, 15% et sous bon BRH parce que bon, son petit détail nous avons toujours fini sous lui, il y a différents bons BRH, il y a un bon BRH que vous vendez à la banque qui a 7 jours, il y a 28 jours, il y a 91 jours. Et dans le deuxième trimestre exercice fiscal ça, nous a essayé d'atténuer l'impact Covid-19 là. Nous baisser encore taux sous bon BRH, OK? Et qui pour essayer de diminuer les charges financières et monde qui doué dans le système là et pour permettre tout que leurs conditions va permettre ça que
le fait que nous baissons taux, que si on a une reprise qui est capable de faire au niveau de crédit pour favoriser la création d'entreprises, création d'emplois, croissance économique, que ça est capable de faire. En termes de réserve obligatoire, nous réduisons Haïti, effectivement, nous sommes dans un pays qui a un taux de réserve obligatoire plus élevé, mais nous baissons le taux de réserve obligatoire ça, depuis nous dans la crise Covid là, nous passons de 45% à 40% et sous taux de réserve obligatoire en Goudio notamment. Et qui ça nous fait? Nous prenons des dispositions au niveau de l'institution financière pour demander, pour dans le cas, il y a des gens qui ont souhaité ça, pour un moratoire pendant 3 mois sous remboursement principal et le monde prend et un crédit. Et bien entendu, on doit toujours continuer à payer intérêt, mais le principal là, nous ballons break. Ensuite, pendant la période moratoire là, c'est-à-dire pas bien frais retard, il y a exonéré dans ce sens. Nous avons tout au niveau de prêts hypothécaires des facilités qui baillent tout pour les gens qui doivent dans le système là. Et pendant toute période 3 mois ça, si vous avez arrivé que vous en retard, vous ne payer prêt que vous prenez à l'heure. Pas oublier que BRH actuellement nous avons un système presque tant que dans un série de pays qui ont avancé de credit scoring à partir de bureaux information sous crédit. Donc si on ne peut pas rembourser pendant la période 3 mois ça, il n'a pas fait que notre en termes comme créditeur baissé, il n'a pas pour le sale entre guillemets et credit score pour les gens qui sont habitués à parler de ça par exemple aux États-Unis. En termes de système de paiement, parce que nous connaissons qu'on a besoin de plus de liquidité, mais liquidité en tout, c'est pièces avec billets, manipulation, pièces avec billets, elle est capable de favoriser la propagation et virus là. Nous obligés pour une série de dispositions pour faciliter tout paiement électronique par exemple. Par exemple, nous permettre que limite transfert mon cash passer de 7 500 à 10 000 goudes. Nous renoncer sur tout frais, nous-mêmes nous qu'on prend lorsque un monde fait un SPI. Et donc ça c'est un petit peu une décision que nous prenons. Pour nous finir, on a regardé qui perspective qui présentait à BRH dans un environnement pareil. Perspective d'abord pour l'économie haïtienne, on va dépendre de qui dégâts, qui ravages que COVID-19 a fait. Non seulement au niveau national, mais tout au niveau mondial. D'abord, il faut dire, Jean Terrell là, il faut que nous attendions à ce que le niveau d'activité économique pour troisième trimestre de mars à juin 2020 qui baissait, et notamment parce que bon, c'est une entreprise pour mesures de distanciation sociale qui travaillent moins, etc. Et en plus, l'activité économique, surtout au niveau commerce, ça dépend tout de qui s'est passé en termes de transfert diaspora. Nous connaissons que il y a un pile monde qui est affecté, notamment aux États-Unis, il y a un taux de chômage qui a augmenté, mais niveau baisse là, c'est le déterminant un pile qui impacte bien dans l'activité économique en Haïti pour les prochains mois. Il y a besoin de financement de l'État qui a augmenté, parce qu'il a fait plus de dépenses et il y a moins de scope qui a rentré. Okay? Dans le contexte, l'appui bailleur de fonds internationaux est important. Okay? Il y a une discussion avec FMI qui permet récemment que nous bénéficions d'un décaissement de plus de 111 millions de dollars. Mais ça qui est important, ce n'est pas tellement comme FMI, c'est surtout le fait que ça ouvre la voie pour on sait de l'autre bailleur de fonds qui ont même toujours obtenu un signal FMI pour être capable de porter contribution autour. Et en plus de comme ça, de ça que FMI baille là, il y a une discussion qui a continué faite avec FMI pour entrer dans le cadre d'un programme formel, ça veut dire un staff monitoring programme d'ici fin année ou plus tard. OK? Et dans le cadre du programme, ça permet tout, si nous arrivons bien mettre en place, bien exécuter, pour nous capables de recevoir plus de support dans mes partenaires internationaux. BRH lui-même, pas tant seulement qui ça, bailleur de fonds, etc. fait. Nous-mêmes, nous avons réfléchi sur qui support nous capables de bientôt, qui mesure qu'à prendre, même si ce n'est pas directement, mais à travers le système financier pour venir en support à PME, petites et moyennes entreprises. Et en même temps, nous avons toujours été proactifs, nous avons suivi pas à pas qui s'est passé dans la conjoncture économique là,
pour nous connaître qui réponse pour nous porter à difficultés, limiter des dégâts et le n'a fait ça, n'a essayé innover et créatif le plus possible. Quand vous faites nous décontents et présentation, merci parce que vous êtes disponible pour tout ce qui est là qui suivre nous aujourd'hui. Merci un peu tout le monde.